Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent, je suis vraiment heureux de te retrouver. Juste avant de commencer l'épisode, je voulais te demander une petite faveur. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu suis régulièrement Parlons Argent. Donc que ça soit sur la chaîne YouTube, si tu regardes la vidéo ou si tu écoutes le podcast sur iTunes par exemple, sur Apple Podcast par exemple, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ça permet déjà pour toi de voir les nouveaux épisodes à chaque fois dès qu'ils sortent et puis de permettre à d'autres gens de découvrir l'épisode ou le podcast. Voilà, je te remercie par avance. Voilà, alors on commence l'épisode tout de suite. Alors tu as sûrement dû voir le titre de l'épisode, donc combien dois-je épargner chaque mois? Alors je voulais faire un épisode sur l'épargne parce que je pense que ça va de sens. L'épargne c'est le pilier, enfin ça fait partie des piliers dans l'investissement. Si tu n'as pas une bonne épargne, si tu ne sais pas épargner, si tu négliges ton épargne, forcément l'investissement derrière ne sera pas optimal, ne sera pas partira pas de bon pied, ou en tout cas tu optimises pas tes chances d'avoir justement un investissement qui soit conséquent. Voilà. Et surtout, généralement, quand tu ne maîtrises pas ton épargne, quand tu ne maîtrises pas ton budget, tu es généralement pas capable après de maîtriser l'investissement. Parce que c'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba de la comptabilité, le b.a.-ba de savoir maîtriser l'argent. Et si tu n'es pas capable de gérer ça, forcément le reste, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Même si, bon voilà, certains, et comme tout le monde d'ailleurs, et ça a été mon cas, et je m'en suis aussi rendu compte très tardivement, gère un peu ça au fil de l'eau. C'est-à-dire, voilà, bon, on a un salaire qui rentre tous les mois, on fait des dépenses, on paye son loyer, on paye ses taxes, on paye ses assurances, toutes ses factures finalement, plus ses divertissements, voilà, on s'amuse, et puis au final, on a peut-être un peu d'argent qui reste de côté. Certaines personnes vont pas l'épargner, vont le laisser sur un compte courant. Une grave erreur évidemment, puisque le jour où tu seras tenté, parce qu'on est tous tentés par des choses dans la vie, eh bien si tu sais que tu as la possibilité de dépenser, tu le feras. Alors que la meilleure chose à faire évidemment, c'est l'excédent que tu as chaque mois, c'est plutôt de l'épargner, donc de le mettre de côté, qui te permettra un jour ou même immédiatement de commencer à investir ton argent. Et ce que je disais, c'est que moi, comme beaucoup de personnes, je pense, et comme peut-être toi, voilà, je me suis rendu compte vraiment tardivement que il fallait peut-être que je prenne en main mon épargne, que je réfléchisse à comment je vais faire pour pouvoir épargner plus. Ou même simplement épargner, tu vois, parce que c'était vraiment chaotique. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais disons que je vivais un peu voilà, au fil de l'eau, je profitais de la vie, je dépensais à tort et à travers dans des choses qui me faisaient plaisir, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que je jetais l'argent par la fenêtre, mais c'est presque ça, disons, parce que on se fait plaisir au fil de temps, les années passent, enfin le temps passe, et puis on se rend compte, à un moment donné, j'ai pas d'épargne. Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment en retard. On voit peut-être d'autres personnes qui ont avancé dans la vie, qui ont eu peut-être plus de chance ou simplement qui, peut-être aussi des meilleurs salaires. C'est pas forcément, ça rime pas forcément avec bon salaire. C'est pas parce que tu as un bon salaire que tu sais épargner. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont incapables d'épargner 1 euro tous les mois, et d'autres personnes qui sont capables, même avec peu d'argent qui rentre tous les mois, peu de revenus, eh bien, d'épargner plus que d'autres personnes qui gagnent mieux leur vie. C'est simplement parce que c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qu'il faut apprendre quand on n'a pas une famille qui maîtrise ça, qu'on n'a pas des parents qui peuvent nous aiguiller là-dessus, ce qui est la majorité du temps le cas, je pense, puisque on va dire tous les chiffres montrent que les Français ne savent pas vraiment bien épargner. Et donc ça montre bien qu'il y a un réel déficit de connaissances là-dessus. Alors la première question que tu dois vraiment te poser au moment où tu vas vouloir prendre conscience, où tu vas vouloir justement te dire c'est peut-être le moment où je dois changer les choses, que je dois faire table rase du passé, que je dois prendre en main mon épargne, prendre en main mon argent, parce que sinon je vais un peu dans le mur. Ou alors, je me dis, si je ne prends pas une décision rapidement,
dans les prochaines années, si je continue comme ça va pas le faire du tout, quoi. Je vais pas avoir d'épargne, je vais avoir peut-être une mauvaise retraite parce que j'ai pas préparé ma retraite, enfin mes compléments de revenus à la retraite. Et donc si je me pose pas ces questions-là rapidement, je risque d'aller dans le mur. Et en fait, la première chose que tu dois faire, c'est vraiment très importante, ça paraît tout con, ça paraît évident, mais la plupart des gens ne le font pas. C'est de faire un état des lieux de ton argent, un état des lieux de ton épargne, de ton patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement où se trouve ton argent, combien de comptes en banque tu as, quels sont tes revenus, est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu es déjà propriétaire peut-être d'un appartement, ou en tout cas tu rembourses déjà peut-être un prêt immobilier pour ta résidence principale. Tu dois faire vraiment un état des lieux de tout ça et te rendre compte où se trouve ton argent, où part ton argent. Une fois que tu as fait cette fiche technique, disons, où ce détail en fait de ton patrimoine, de ton argent, tu sais d'où vient l'argent, tu sais comment fonctionne tout ça. Et je parle pas simplement dans la tête. Le mieux, c'est d'ailleurs de prendre, tu vois, d'écrire ça sur une feuille, d'écrire ça dans un cahier, tu sais exactement. Parce que rien que le fait de l'écrire va te faire prendre conscience psychologiquement de dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu as un peu d'argent en banque? Est-ce que tu as déjà des placements? Est-ce que tu as des biens de valeur, comme je le disais, donc une voiture, je sais rien, ça peut être des pièces d'or, ça peut être, tu vois, ça peut être même d'autres objets de valeur, tu vois, ou des vêtements de luxe, ce genre de choses qui peuvent avoir une valeur, tu vois. Peu importe, tu vois. La question, c'est simplement de faire un état des lieux de son patrimoine. Une fois que tu as mis tout ça sur du papier, que tu sais vraiment, tu sais là où tu vas aller, il faut évidemment choisir l'objectif. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Que tu aies 18 ans, que tu aies 15 ans, 18 ans, 25 ans, 45 ans, 30 ans, évidemment, les objectifs sont peut-être un peu différents. Peut-être qu'à 35 ans, tu es déjà en train de rembourser un prêt pour un appartement ou une maison que tu as acheté. Et donc ton objectif, il est un peu différent que quelqu'un qui a 18 ans et qui débute dans la vie, qui voudrait savoir comment gérer son épargne, évidemment. Et son objectif peut être bah, à plus ou moins long terme. Mais en fait, il y a 3 objectifs, je pense, qui vont être communs à tout le monde. Ça va être préparer sa retraite. Ça, c'est la première chose. Préparer sa retraite, ça parle à tout le monde. Que tu aies 25 ans ou que tu en aies 40, tu te poses la question. Il y en a qui vivent au jour le jour, jusqu'au moment où ils ont 55 ans, ils s'aperçoivent que la retraite, c'est dans 5 à 10 ans, et ils n'ont pas d'argent. Ceux-là, tant pis, malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. Mais ceux qui se posent la question et qui commencent à se dire, peut-être que avec les réformes successives des retraites, je vais peut-être pas avoir une retraite extraordinaire, il faut peut-être que je me pose les bonnes questions. Au final, tu es dans la bonne réflexion. C'est que tu te dis, il faut que je change les choses, il faut que je trouve des solutions. Peut-être que j'aurai pas une retraite très importante. Donc préparer sa retraite, ça c'est la première chose. L'autre chose, ça peut être simplement de augmenter ses revenus. J'ai 25 ans, j'ai peut-être pas une perspective au niveau professionnel de doubler mon salaire par exemple, ou même simplement de faire 50% sur mon salaire rapidement, ou voire même jamais, parce que je suis ouvrier, ou je sais pas, je travaille dans des métiers où l'évolution est peut-être assez restreinte. L'idée c'est peut-être pouvoir vivre mieux, pouvoir profiter plus de la vie, et aussi préparer sa retraite, ça en fait partie. Parce que si tu commences à augmenter tes revenus d'aujourd'hui, ta retraite sera plus intéressante niveau financier, ça va de pair. Donc augmenter ses revenus, ça c'est la deuxième chose, à plus ou moins long terme. Donc ça peut être à court terme si tu es très jeune, et moyen long terme, suivant l'âge que tu as évidemment. Et la dernière chose, ça va être de devenir rentier, parce que ça c'est aussi un objectif qui est réalisable. Donc la troisième chose, devenir rentier à plus ou moins long terme. Pareil, ça dépend de ton âge. Donc tu peux très bien avoir pour objectif, tu rentres dans le monde du travail, tu as 18 ans, tu te dis, moi, avant 30 ans, ou aux alentours des 30 ans, il faut que je sois rentier ou quasiment rentier, ou en tout cas que j'ai un revenu qui me permette de vivre décemment
qui me permettent de vivre décemment, de ne pas dépendre de l'État, de ne pas dépendre de qui que ce soit, d'un employeur qui me verse un salaire. Voilà. Même si je continue à travailler, je peux être capable de subvenir à mes besoins. Voilà. Tout dépend de l'objectif que tu te fixes forcément. Parce que si tu as un objectif assez rapide, par exemple de devenir rentier, bah, évidemment la pression sur ton épargne, donc c'est-à-dire l'attention que tu vas devoir apporter à ton épargne va être beaucoup plus important que si, par exemple, l'idée c'est que tu as 30 ans et que tu prépares ta retraite. Donc là, tu peux te laisser beaucoup plus de temps pour construire ton épargne, pour construire ton capital. Voilà, une fois qu'on sait ça, qu'on connaît l'objectif, qu'on connaît la voie vers laquelle on doit aller, on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de prendre ses revenus, de prendre ses dépenses et de faire un état des lieux. Comme je disais tout à l'heure, on faisait un état des lieux sur ton patrimoine, sur ton argent. Là, maintenant, l'idée, c'est de faire un état des lieux, un constat des dépenses, enfin des revenus que tu as et des dépenses que tu as, pour essayer de comprendre là où on peut aller chercher de l'épargne en plus. Parce que si tu n'épargnes pas du tout aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y a un problème. Pour moi, quelqu'un qui même gagne un peu plus que le SMIC ou le SMIC, évidemment, doit pouvoir épargner. Même 50 €, il doit être capable de pouvoir épargner. Donc, si tu gagnes même plus que le SMIC et que tu gagnes peut-être, j'en sais rien, 1500, 2000 ou 2500 €, évidemment que tu peux épargner. Si tu peux pas épargner ou si tu épargnes très peu, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci dans tes dépenses, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de faire un état des lieux. Ça paraît très con de dire ça, ça paraît très con quand je parle de ça, mais c'est vraiment très important, parce que ça, c'est des choses que les gens ne font jamais. Ils ont leur relevé, et j'en fais partie, j'en faisais partie, je le fais beaucoup moins maintenant, c'est-à-dire que je fais très attention aux dépenses, je sais exactement où va chaque partie de mes revenus, mais voilà, fut un temps, j'en avais strictement rien à faire, je te le dis, je regardais pas, ça ne m'intéressait pas, le seul truc qui m'intéressait, c'est de savoir si j'avais encore de l'argent sur mon compte, peu importe la situation. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, là, la question qu'il faut se poser, qui est très importante à se poser, c'est de se dire, bon bah voilà, où je peux aller chercher plus d'épargne. Si j'épargne pas, si j'arrive pas à épargner, c'est qu'il y a un problème dans mes dépenses. Donc je prends tous mes revenus, et je prends, par exemple, au moins mon dernier relevé de compte, et là, que ce soit sur internet ou par courrier que tu reçois, je prends mon relevé de compte et là je prends toutes mes dépenses et je vais les trier. Et c'est très important de le faire manuellement, c'est-à-dire que souvent les applications des banques, te permettent voilà, de trier plus ou moins précisément les dépenses, ça va être facture, ça va être, je sais pas, alimentation, ce genre de choses, mais c'est jamais très précis. Moi je te demande vraiment de faire ça, c'est très important. Tu prends une feuille de papier, tu prends ton relevé de compte et tu vas lister ligne par ligne à quoi correspondent ces dépenses, d'accord? Donc ça va être, tu peux faire par exemple une catégorie habitation, tu vas mettre l'assurance habitation de ton logement, tu vas mettre ton loyer si tu as un loyer, tu vas mettre toutes les dépenses qui ont rapport avec l'habitation, tu vas mettre une catégorie voiture ou transport par exemple, suivant si tu utilises la voiture ou si tu n'as pas de voiture ou si tu utilises un transport en commun, voilà. Tu fais des catégories comme ça et tu te rends compte à la fin, bah voilà, surtout la catégorie qui est très importante, ça va être tout ce qui est lié au divertissement. Toutes les dépenses, pas superflues, mais les dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires pour vivre. D'accord? Parce que il y a des dépenses évidemment qui sont incompressibles, que tu as besoin de faire parce que bah voilà, il faut bien se loger, il faut bien payer ses factures, ses assurances, ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses qu'on fait, parce qu'on sait qu'on a les moyens, entre guillemets, on a les moyens, on le fait, on se fait plaisir, on va au restaurant, on va au cinéma, on sort avec des amis, peu importe, tu vois. Mais c'est très important de prendre ça en compte. Parce que déjà, ça va te permettre de prendre conscience que peut-être que tu dépenses trop d'argent dans des choses qui sont moins nécessaires, d'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment très important à faire sur papier, écrit, tu le fais toi-même, tu écris vraiment chaque ligne, tu réécris chaque ligne, tu prends ton relevé de compte et tu le fais. Voilà. L'autre chose à prendre en compte, c'est que si tu épargnes, mais que tu voudrais épargner plus, la chose qui paraît aussi évidente, mais que les gens ne font pas forcément, c'est de renégocier régulièrement leur contrat.
renégocier leur contrat d'assurance habitation, voiture, mutuelle, télécom, donc ça va être téléphone mobile, internet fixe, et puis je crois que c'est à peu près tout. Enfin bon, voilà, grosso modo tu comprends un peu le principe, même il y a énergie, c'est ça que je voulais dire, donc que ce soit l'électricité, le gaz, ce genre de choses, de renégocier ces contrats avec des fournisseurs qui on sait que maintenant on peut changer facilement de prestataire, enfin de fournisseur, faisons jouer la concurrence, il n'y a aucune raison. Donc, ok, tu vas peut-être grappiller 5 euros par-ci, 10 euros par-là, 15 euros par-ci, ça paraît ridicule, mais au final, si tu réunis toutes ces sommes que tu vas pouvoir économiser, c'est quoi? C'est de l'épargne en plus, c'est de l'argent que tu vas pouvoir mettre dans l'épargne chaque mois, que tu vas pouvoir bloquer dans l'épargne. Ça, c'est très important. Et fais-le régulièrement, c'est-à-dire que les prix dans certains secteurs, notamment la téléphonie mobile ou l'énergie, même dans les mutuelles ou ce genre de choses, les prix évoluent assez rapidement. Il y a une concurrence assez importante sur ces secteurs-là, et donc les marques, les sociétés, les assureurs se font concurrence, donc jouent énormément sur les prix. Et donc, si la loi te permet de changer facilement, pourquoi ne pas le faire? Fais-le, fais jouer la concurrence, et tu vas voir, tu peux gagner très facilement plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, suivant les contrats que tu as, en globalité évidemment, d'épargne en plus. Donc ça, c'est très 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 important à faire. Après, la chose aussi qui paraît évident, mais que beaucoup ne font pas non plus, c'est lorsque tu veux épargner. On avait, tu sais, quand on était gamin, on avait cette fameuse tirelire, ce cochon où on pouvait mettre des pièces de monnaie ou des billets quand les grands-parents donnaient un peu d'argent par-ci par-là, ou je sais pas, des frères, des sœurs, des cousins, ou des oncles, des tantes, voilà, qui donnaient un peu d'argent, mais mettaient tout ça dans la tirelire. Et donc, le jour où tu voulais t'acheter un truc, tu cassais la tirelire, et puis tu prenais l'argent, et puis tu allais acheter, j'en sais rien, peut-être un jouet que tu rêvais depuis longtemps, mais au final, c'était de l'épargne, c'était déjà de l'épargne. Là, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que il ne faut pas épargner sur son compte bancaire, le compte sur lequel que tu utilises tous les jours pour faire tes dépenses courantes. Il faut pouvoir mettre cet argent-là directement sur un autre compte. Évidemment, l'idéal, c'est de ne pas avoir de carte bancaire sur ce compte, parce que tu vas toujours être tenté d'utiliser le compte en cas de problème. Il faut te dire que cet argent, il est bloqué et tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas l'utiliser pour des dépenses courantes. Il faut que tu te dises que cet argent, il est perdu. Entre guillemets, évidemment, il n'est pas perdu, mais il est perdu, tu ne peux pas l'utiliser pour faire des dépenses courantes. Il est réservé à l'épargne. Donc il faut l'oublier. Il faut justement penser que cet argent ne fait plus partie de ton budget. D'accord ? Donc, et l'idéal, c'est de mettre ça donc, sur un compte bancaire où il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de carte de paiement. Comme ça, c'est beaucoup plus compliqué d'être amené à l'utiliser. Et puis, en plus de ça, c'est de transférer l'argent de ton épargne assez tôt dans le mois, donc plutôt très proche de ton salaire. Donc, si par exemple, tu reçois ton salaire le 2 du mois, de chaque mois, le 3 ou le 4, tu fais un virement automatique. Donc l'idéal, c'est aussi de se fixer un chiffre, une fois que tu sais exactement combien tu peux épargner tous les mois sans que ça te mette en difficulté, parce que l'idée, c'est pas d'être dans le rouge absolument tous les mois parce qu'on va absolument épargner beaucoup. Il faut que tu sois à l'aise financièrement, mais il faut pas non plus que tu te mettes le couteau sous la gorge parce que tu veux absolument épargner beaucoup plus. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'optimiser son budget au maximum. Donc pour faire ça, rien de plus simple, il faut absolument que tu aies un compte séparé et que tu fasses un virement automatisé tous les mois à la même date, 1 ou 2 jours après la réception de ton salaire. Voilà, suivant comment c'est. Alors je sais que certaines personnes peut-être sont payées par chèque, donc des fois il y a des décalages, mais l'idéal c'est de l'automatiser, ça c'est très très important, et de le mettre quelques jours après son salaire. Comme ça on sait que l'argent il va disparaître, et on l'aura plus, si tu veux, globalement sur son compte courant, sur son compte bancaire. Et on sait très bien qu'on ne pourra plus l'utiliser. Voilà, ça c'est parce que psychologiquement, ça te délaisse de ça te vide de cette idée qu'il y a encore de l'argent disponible pour le dépenser.
Voilà. Une fois que tu as fait tout ça, je pense que déjà, tu pars déjà sur de bonnes bases pour pouvoir continuer à augmenter ton épargne au fur et à mesure. D'accord. Quand tu renégocies des contrats, quand tu vas peut-être augmenter ton salaire, voilà, tu peux aussi multiplier, augmenter tes revenus en faisant rentrer d'autres sources de revenus, d'accord, alternatives, autres que ton salaire d'origine. Ça, c'est des choses qu'on pourrait voir également dans d'autres épisodes, mais voilà, des choses qui sont possibles évidemment. Mais si tu pars déjà de cette manière-là, que tu fais un état des lieux, que tu le fais vraiment à l'écrit, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple dans ta tête, ça va être beaucoup plus clair, et une fois que tu auras mis ça en place, pour toi, ça sera beaucoup plus simple. Tu te diras, bon voilà, ok, je sais que tous les mois, je peux épargner 150 euros, et je sais que au bout de 12 mois, ça me fera tant, et qu'au bout de 5 ans, j'aurai épargné tant, et au fur et à mesure, voilà. Après, on peut parler d'investissement, on peut parler des autres piliers qui sont très importants, mais tu peux pas commencer à investir tant que tu n'as pas cet objectif de bien structurer ton épargne et de savoir épargner. Ça, c'est très très important. Voilà, j'espère que tu as aimé l'épisode. On se retrouve évidemment très très bientôt. Juste te demander de t'abonner, que ce soit sur le podcast, si tu l'écoutes en audio, donc sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Sinon, si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu si tu as adoré la vidéo. Sur le podcast, de laisser également un commentaire et 5 étoiles si tu as adoré le podcast. N'hésite pas d'ailleurs à me poser des questions si tu as des questions par rapport à ça. Je reçois quelques mails de temps en temps également, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que vous appréciez le travail, les informations que je peux vous donner, qui peuvent vous aider également dans votre vie. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur YouTube, sinon par email. Donc c'est podcastparlonsargent@gmail.com. Voilà, je te remercie. Allez, à très bientôt. Ciao.